Netflix, que t'appelles ça, ouais. Ah non, j'appuie, mais... Oh, ça reste de la merde, hein, c'est... Ouais, excuse-moi, j'ai un client. Vous êtes... Numéro de dossier? Ça commence à être gros, là, monsieur, hein. Là, c'est de la récidive, là. Hein. Alors, vous êtes monsieur... Monsieur Rosebeef. Monsieur... Ah non, toi, t'es australien, toi. Oh, on va pas chipoter. Alors... Bon, vous êtes là parce que vous avez créé un film historique, hein, bon, qui s'avère être plus une sorte de réécriture historique de la part des anglo-saxons comme on a l'habitude. Bon, c'est de la propagande, quoi, hein. On a l'impression d'être dans la France des années 40, hein, c'est bien, on voyage, on rêve. Bon, ouais, vous avez tellement une histoire de merde que... Vous êtes obligé de la réécrire à tout va, histoire d'y être un peu fier, quoi. Tu vois, d'habitude, je te mettrais la lumière dans la gueule, mais... Bon, là, tu me fais trop de peine, là. Dans le film Le Roi de l'Australien David Michaud, nous sommes plongés 600 ans en arrière alors que le roi Henri V d'Angleterre prit possession contre son gré du trône et se fit manipuler par ses conseillers pour entrer en guerre contre le royaume de France. Enfin, nous allons voir que cette version de l'histoire, inspirée elle-même d'une pièce de Shakespeare, ne relève pas plus de l'histoire que de la propagande. Oh, et en même temps, le peuple, il a peut-être pas besoin de tout savoir, hein. Et ça y est, la liberté des médias, et ça y est, je te ponds des Greenpeace vegan bouffeurs de graines, au moins avec la propagande, ça ferme sa gueule. Découvrons ensemble ce qu'est vraiment un film historique de la part de Netflix. Dans un premier temps, étudions les deux personnages rivaux de ce film, Henri V, roi d'Angleterre, et Louis de Guyenne, dauphin de France. Dans ce film, nous découvrons le roi Henri V, joué par l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, sous un regard méconnu, un beau jeune homme. Ouais, beau jeune homme, ouais. Il est pédé, lui. Humble, humaniste et pacifique, poussé bien malgré lui à la guerre contre ces fichus français, que seul un acteur français pouvait jouer. Alors que ses conseillers lui exposent les revendications anglaises sur le trône de France, lui se demande innocemment pourquoi on le rabâche avec cette guerre dont il ne veut pas. Dans la réalité, ce beau jeune homme n'en est pas moins qu'un sauvage ultra-violent, déjouant sans hésiter tous les codes de la chevalerie. Défiguré, il avait reçu une flèche dans la joue droite lors de la bataille de Shrewsbury en 1403. Ah là, lui c'est pas un pédé, lui. Soit 10 ans avant son couronnement et 12 ans avant la bataille d'Azincourt que l'on verra tout à l'heure. La flèche était tellement enfoncée qu'ils avaient dû inventer un outil spécifique pour l'extraire et ça lui avait laissé une affreuse cicatrice. C'est bien pour cela que le seul portrait existant de lui représente son profil de gauche. L'historien britannique Richard Vaughan décrit plutôt le véritable Henri V comme l'un des produits les plus agressifs et les plus sournois d'une époque de violence et de duplicité. Une image bien différente que celle que nous partage le film. Dans Le Roi, le dauphin de France est joué par l'acteur britannique Robert Pattinson. Ce film le représente comme un idiot brutal, imbu de lui-même, complètement arrogant qu'à vrai dire seul un acteur britannique pouvait jouer avec autant de crédibilité. Ce personnage, représenté par un idiot presque pervers, joue le méchant français, quasiment le grand méchant loup des bois. Dans la réalité, il était un jeune homme de 18 ans, pieux et effacé. Il se tenait loin des combats, car sa santé était très fragile. Donc, rien à voir avec le film de Netflix. Dans le film, William Gascoigne, le grand juge, incite Henri V à se venger quand le dauphin de France lui adresse, pour son couronnement, un coffre rempli de balles de jeu. Cette provocation est une pure invention de Shakespeare, mais le célèbre dramaturge en faisait une réponse à la revendication du trône de France par le monarque anglais, et non une provocation gratuite comme dans le film. Mais selon le film, la guerre éclata surtout à cause d'un complot des Français visant à l'assassiner, qui décide Henri V à entrer en guerre. L'on en apprendra plus que tout ceci n'était en fait qu'une manipulation provoquée par William Gascoigne et que les Français n'avaient rien à voir avec ça. Mais là encore, cette version de l'histoire est totalement fausse. La vision du film vise bien entendu à faire croire aux téléspectateurs que l'humaniste et progressiste, j'ai envie de dire également féministe, ce bon roi Henri V soit emmené contre son gré à la guerre, alors que dans la réalité, il rassemblait déjà ses troupes et sa flotte pour attaquer bien volontairement la France.
Enfin arrivés sur la terre de France, les Anglais sont alors paisiblement installés dans leur campement. Les enfants jouent alors dans la forêt quand le grand méchant loup, ce dauphin de France, en fit assassiner 2 et fit ramener au 3e la tête de son petit camarade. Belle manipulation d'un fait qui ne s'est jamais produit pour signifier l'innocence qu'on assassine et cette diabolisation à outrance de ces fichus Français, et tout simplement d'où t'emmènent des gosses à la guerre. Ce film, ouvertement francophobe, arrive encore à faire passer ces idiots de Français pour les méchants arrogants, alors que les gentilshommes anglais s'apprêtent à envahir et créer la zizanie sur les terres françaises. Ils sont quand même doués ces anglo-saxons. Heureusement qu'il existe des nations un peu plus matures et qu'elles ne font pas toutes la même chose. On serait capable de voir un jour au cinéma les gentils Allemands se victimiser de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je vais peut-être un peu loin. Nous voyons dans le film les soldats anglais étant tous à pied, alors qu'en fait ils sont quasiment tous à cheval. Dans la réalité, c'est une véritable course-poursuite qui s'est engagée entre les Anglais et les Français. Dans le film, le siège de la forteresse se passa plutôt paisiblement. Les Français, comme d'habitude, se sont cachés derrière leur grande tour et ne répondent à aucune attaque anglaise. À vrai dire, les Anglais n'attaquent pas vraiment non plus, ils se contentent de balancer quelquefois des gros cailloux en feu, en attendant que la forteresse d'Harfleur tombe en éclats. Elle se rendra plus tard, avec un souverain français à la merci du bon Henri V. Dans la réalité, le siège d'Harfleur fut un tout petit peu plus rude que cela pour nos amis anglais. C'est au total 400 soldats français qui résistèrent à pas moins de 10 000 soldats anglais pendant plus d'un mois. Ah ça c'est sûr, hein, ça allait pas le montrer, hein, qu'une seule poignée de Français leur avait retourné le cul à ces putains de je te fous des thés des îles dans le ces putains de roast beef de Il y a eu des opérations de mine par les Anglais qui consistent à détruire une fortification ennemie en attaquant les fondations et de contre-mines par les Français avec de terribles combats souterrains. Les Harfleurais, qui avaient parmi eux Raoul de Cockcourt, futur compagnon de Jeanne d'Arc, excusez-moi du peu, ont effectué de nombreuses sorties très meurtrières pour les Anglais. N'oublions pas qu'ils étaient un maximum de 400 hommes contre 10 000 Anglais, il fallait quand même une sacrée paire pour oser sortir de la forteresse et foncer comme ça sur l'ennemi. C'est lors du siège d'Harfleur qu'on vit la première tranchée d'approche, les Anglais se rapprochaient de la ville en creusant des tranchées. La ville s'est rendue parce que les renforts qui étaient attendus ne sont jamais arrivés. Lors du siège d'Harfleur, le roi d'Angleterre a perdu plus d'1 millier d'hommes, dont quelques proches conseillers et comtes. Les pertes sont inconnues chez les Français. De nombreux malades et blessés durent être rapatriés vers l'Angleterre, dont le redoutable duc de Clarence, frère cadet d'Henri V. Nous voilà enfin arrivés à l'acte décisif du film, la bataille d'Azincourt. Dans le film de Netflix, le dauphin accueille les Anglais dans sa base pour exiger leur reddition avec l'insolence que l'on connaît évidemment bien chez les Français, ces fichus Français. L'humble et juste Henri V réclamera à son antagoniste un combat singulier pour épargner la vie de ces hommes et des Français. Drôle de relent humaniste quand on sait alors que c'est lui-même qui a déclaré la guerre aux Français, ces fichus Français. Évidemment, ce lâche et insolent dauphin de France refusa et dans toute son arrogance déclarera que son armée l'écrasera durant la bataille. Lors de la bataille, dans le film, les Français sont sur une butte et donc dans une position bien plus avantageuse que les soldats anglais. Ils se lanceront néanmoins tête baissée sans aucune stratégie contre une petite garnison d'Anglais, se faisant pourtant canarder par les archers, bien visibles à l'arrière, ne profitant même pas de leur position, ces fichus et idiots de Français. Alors que la bataille est un véritable carnage pour les Français, le dauphin de France se décide à se ramener de l'arrière et provoque le brave Henri en duel. Le dauphin, alors bien protégé dans son armure, et le petit innocent Henri, rempli de boue dans une fine armure, se prépare au combat. Le reste de la scène n'est alors qu'humiliation pour les Français. Le dauphin ne saura à peine tenir debout à cause de la boue créée par la bataille et se fera abattre comme un chien, ce fichu Français. Dans la réalité, vu les merdes qu'ils nous ont pondues avant, vous vous doutez bien de ce qui arrive. Si vous le voulez bien, voici la véritable histoire de la bataille d'Azincourt. Les Français, déjà, n'ont jamais été en hauteur. Ce sont bien les Anglais qui avaient la position la plus avantageuse. Dans un premier temps, l'armée anglaise avance de 600 mètres pour deux raisons précises, pour provoquer l'armée française et surtout les mettre à portée de tir de leurs arcs, qui n'étaient pas en évidence à l'arrière comme dans le film, mais bien cachés dans les forêts sur le côté du champ de bataille, où ils ont pris soin d'installer des pieux en cas de charge de cavalerie.
Les chevaliers français, 900 hommes de cavalerie lourde sur chaque aile, chargent les rangs anglais. Le premier obstacle est le terrain. Détrempé par la pluie qui s'est abattue toute la nuit et fraîchement labourée, le second obstacle se trouve dans les archers anglais qui s'étaient cachés dans le bois de Tramecourt. Les Français se prenaient des flèches de partout, de face, dans le dos. Criblés, cavaliers et montures n'atteignent pas les rangs ennemis. Ceux qui ont réussi sont empalés sur les pieux des archers ou capturés, voire tués. Sur ce, les chevaux blessés cherchent à s'enfuir et se heurtent à l'avant-garde française à pied, qui, devant ce massacre, décide de charger. Les Anglais déversent leurs flèches et noircissent le ciel. Sous le poids de leurs armures, les hommes d'armes français de l'avant-garde s'enfoncent profondément dans la boue à chaque pas. Ils atteignent cependant les lignes anglaises et engagent le combat avec les hommes d'armes anglais. Pendant un court moment, le combat est intense. L'armée anglaise se voit même contrainte de reculer. Henri V est presque mis à terre. La couronne de Saume voit l'un de ses ornements fendus par le grand officier des armées françaises, qui a réussi à fendre la garde rapprochée du roi. Il est rapidement désarmé. Les archers anglais répondent par d'autres salves. Piégés dans un entonnoir, les Français, embourbés, obligés de baisser la tête face aux flèches, incapables de lever leurs armes dans cette mêlée trop serrée, sont immobilisés. Les Anglais en profitent et pénètrent les rangs français. Les archers délaissent leurs arcs pour des armes de corps à corps, épées, haches, maillets, becs de faucon, et entrent dans la mêlée. C'est une montagne de cadavres de chevaux et d'hommes qui barre toute progression et tout assaut. Les Anglais comprennent que la bataille est presque gagnée et cherchent à faire des prisonniers, contrairement aux ordres d'Henri V. Les Français alors reçoivent quelques renforts. D'abord, le duc de Brabant, frère de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, arrive avec 11 de ses chevaliers. Il n'attend même pas son armure qui doit arriver par convoi, endosse le tabard de son chambellan et fonce dans la mêlée. Cette bataille fut bien une tragédie pour l'armée française, qui avait une grande cavalerie mais qui se fit avoir par la météo et l'environnement, ainsi que la stratégie de l'archer et des armes longue portée des Anglais. C'est 6000 morts côté français, dont 2000 prisonniers, et 600 morts côté anglais. Le dauphin de France, lui, meurt le 18 décembre 1415 à 18 ans, quelques semaines après la bataille d'Azincourt, dû à sa santé fragile. C'est-à-dire que l'un des principaux antagonistes montrés dans ce film, et de la version que les anglo-saxons connaissent, n'était en réalité même pas présent. Belle manipulation de l'histoire dans le but d'humilier les Français, mais en réalité complètement fausse. Maintenant, je vais tout simplement effacer le côté humaniste et pacifique d'Henri V de votre crâne que Netflix a eu tant de mal à vous faire croire. La nuit précédant la bataille d'Azincourt, Henri V imposa une discipline de fer à ses troupes, menaçant de trancher l'oreille de ceux qui feraient le moindre bruit. De peur d'être attaqué de revers, Henri V ordonne de massacrer les prisonniers d'Azincourt, autres que les seigneurs. Mais les archers refusent parce qu'un tel acte supprime toute possibilité de demander rançon des prisonniers. Henri V menace donc de prendre quiconque refusera d'obéir à ses ordres et charge un écuyer et 20 archers de tuer les prisonniers. Chaque homme, du coup, tue son prisonnier. Ils sont égorgés, ils ont le crâne fracassé à la masse ou à la hache, ou bien enfermés dans des granges auxquelles on met le feu. Le duc de Brabant est lui aussi égorgé. Il n'a pas été reconnu par les Anglais en tant que membre de la maison de Bourgogne. C'est ballot. Henri V, une fois débarrassé des prisonniers, peut alors se tourner vers le combat principal. C'est alors que la 3e ligne française, bien que sans chef, charge et se brise sur les Anglais. Il est 17h, la bataille est terminée. Revenant le lendemain matin sur le champ de bataille, Henri V fait massacrer les blessés français qui ont survécu. Le capitaine des arbalétiers Alain Blanchard, alors prisonnier des Anglais, dit en allant au supplice avant de se faire sommairement décapiter « Je n'ai pas de bien, mais quand j'en aurai, je ne l'emploierai pas pour empêcher un Anglais de se déshonorer. » La leçon qu'il faut retenir, c'est que les anglo-saxons et l'histoire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Netflix et les films aussi. Enfin, je terminerai par cette discussion entre Robert Surcouf, un corsaire français du XIVe siècle et un officier anglais, qui lui dit un jour « Vous, Français,
Vous vous battez pour de l'argent. Et nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf lui répondit alors « Chacun se bat pour ce qui lui manque. »